Exposés à un environnement difficile, les vendeurs ambulants cherchent désespérément à survivre tout en naviguant entre les interventions municipales et les risques liés à leur activité. C'est assure dans ce journal. Le mandat du général de division Abdoulaye Meiga en tant que Premier ministre de la transition s'ouvre sur une série d'enjeux critiques liés à la sécurité et à l'économie, nécessitant des réponses immédiates et efficaces à retrouver dans un instant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur l'Actuel Média. Comme annoncé dans les titres, le charbon, ressource incontournable pour la cuisine, connaît un regain d'intérêt face à une hausse des prix inattendue. Alors que cette matière première reste essentielle pour de nombreuses familles, les vendeurs de charbon ont récemment imposé une augmentation des tarifs oscillant entre 10 à 20%. Cette flambée des prix est justifiée par des récoltes en cours et la fin de la saison pluvieuse qui perturbe l'approvisionnement. Dans un contexte où la demande reste forte, il est crucial d'explorer les répercussions de cette situation sur les consommateurs et l'économie locale. Ce reportage réalisé par Zineb Bougué se penche sur les enjeux actuels du marché du charbon et l'avenir d'une ressource qui joue un rôle vital dans la vie quotidienne. Ensemble, regardons. Dans un contexte où le charbon semble s'être brutalisé du paysage commercial, ceux qui persistent à le vendre ont récemment imposé une hausse de prix significative, oscillant entre 10 et 20% par rapport aux tarifs initiaux. Les vendeurs justifient cette augmentation par les récoltes en cours, suite à la fin de la saison pluvieuse qui impacte l'approvisionnement et modifie les dynamiques de marché. Nombreuses sont les populations qui dépendent du charbon pour cuisiner, principalement les femmes. Cette situation devient inquiétante chez non seulement les vendeurs, mais aussi les clients. Bon, c'est un charbon qu'on est à court à quoi. Si un meilleur homme n'a jamais pour on a voiture là. Bon, sumanada fanabe, ça m'est agnana. Bon, moi be sumanada là. Nous avons un charbon bon. Donc, on dit que nous avons un Nous sommes actuellement en saison froide et les personnes qui devraient chercher le bois sont occupées aux récoltes. De plus, de nombreuses routes sont bloquées, ce qui complique l'approvisionnement. La cherté du moment est liée à la récolte et personne ne peut se permettre de laisser son champ pour nous approvisionner. Quelques personnes viennent nous aider, mais c'est insuffisant. Et lorsque le charbon devient introuvable, il devient cher. Actuellement, un sac de charbon se vend entre 5 500 et 6 000 francs. Alors qu'avant cette période, nous les vendions entre 4 000 et 5 000 francs. Hier, il n'y avait pas de charbon à vendre. Mais aujourd'hui, 2 camions de charbon sont arrivés et tous les vendeurs n'ont même pas pu en obtenir. Ici, c'est le grand marché du charbon et du bois. Donc si c'est introuvable dans la ville, les gens viennent ici. An tun b'a feere 900 800 1000 an yɛrɛ fɛ yan bi charbon tun t'an fɛ yan bi de charbon mobili 2 nana bi mɔgɔw yɛrɛ ma labɔli kɛ quoi si y'a faamu parce que yan charbon feere yɔrɔba de Bamakɔ yan lɔgɔ feere yɔrɔ ni charbon feere yɔrɔ n'i y'a jateminɛ yan ɲɔgɔnna mana kɛ a ka dɔgɔ quoi donc ni charbon dɛsɛra ni lɔgɔ mana kɛ ka dɛsɛ bɛɛ de b'i kunda yan kan quoi. Mara Marassa, un vendeur de charbon au dépôt de Dar Salam, nous édifie sur cette hausse du prix du charbon et sa provenance. Nos charbons proviennent principalement de Kita, parfois de Bougouni, mais ce n'est pas fréquent. Ils viennent également du Nara. Nous demandons aux travailleurs de ne pas couper les arbres qui ne sont pas secs, car c'est interdit. Au regard de cette hausse du prix du charbon, certaines familles font recours au bois pour cuisiner. Pour elles, c'est la seule option. Nous avons beaucoup de difficultés à acheter du charbon. Aujourd'hui, même que j'ai vu des charbons chez les vendeurs, mais il est difficile d'en trouver et les prix sont élevés. Avant, nous l'achetions à 4 000 francs ou 4 500 francs CFA, mais aujourd'hui, c'est à 6 000. Je suis venue acheter du bois pour cuisiner. Je déteste la fumée, mais je suis obligée d'en acheter. De plus, la cuisson avec du bois prend du temps. Les difficultés auxquelles les vendeurs de charbon font face dans le quotidien est sans doute l'approvisionnement de leurs marchandises, qu'ils ne peuvent s'en passer. Et puis, c'est là que sila ko problème hana bala kosɛbɛ
Nous rencontrons de nombreuses difficultés pour l'approvisionnement en charbon. Le transport est cher et nous devons aller chercher le charbon dans la forêt. Mais les routes ne sont pas en bon état. En ce moment, il est très difficile d'en trouver. Et les personnes qui nous approvisionnent au village sont occupées avec les récoltes. La vente de charbon n'est pas leur seule activité, ce qui explique le manque sur le marché. Chaque année, c'est la même situation. Dans les zones où nous allons chercher les charbons, de nombreuses personnes coupent les arbres en main. Elles n'utilisent pas la machine, ce qui rend le travail manuel lent. Parfois, nous ne réalisons pas de bénéfices, mais d'autres fois, nous en avons. Nous expliquons aux clients que ceux qui achètent en grande quantité savent que les prix augmentent durant cette période. Malgré cette hausse prix du charbon et les difficultés qu'il rencontre dans l'approvisionnement, les vendeurs ne cessent d'en trouver pour vendre afin de subvenir aux besoins quotidiens. Une baisse du prix du charbon peut bien profiter aux utilisateurs qui ne dépensent que du charbon. Les vendeurs ambulants, bien omniprésents dans nos rues, semblent souvent être à la fois partout et nulle part. Ils affrontent chaque jour des défis qui les épuisent, notamment les interventions des agents de la mairie qui ramassent leurs marchandises en raison du manque d'espace dédié à leur activité. Exposés aux dangers de la circulation, ces travailleurs précaires tentent de subsister malgré les obstacles. Pour mieux comprendre leur réalité, Nana Khalida Kone a réalisé un reportage captivant. Découvrons-le ensemble. Assis tranquillement autour de leurs marchandises ou sur les trottoirs, les jeunes vendeurs ambulants vaquent à leurs activités. Puis, soudainement, c'est la panique. Tout le monde prend la fuite. Et pourquoi? Comme vous pouvez vous en douter, c'est l'arrivée des agents de la mairie au marché. Un moment particulièrement frustrant pour ces jeunes qui s'éparpillent pour échapper à leur vie saisie, tout en cherchant à joindre les deux bouts. Beaucoup estiment que la vente ambulante est plus rentable que de louer un emplacement fixe. Pourtant, ils constatent qu'ils ne sont plus épargnés par les contrôles de la mairie qui confisquent fréquemment leurs marchandises. Vraiment, ces gens nous dérangent. On ne peut même pas vendre tranquillement. Des fois, certains de nos clients sont même découragés. Ils ramassent nos marchandises pour les jeter dans leur voiture. Pour 2 sacs par exemple, on peut payer de 2000 à 2500 francs pour les récupérer. Il y en a même qui se promènent à pied ou en civil pour récupérer nos marchandises. Nous souffrons vraiment. Tant qu'on n'a pas de connaissances parmi eux, ils nous soutirent de l'argent. De 8h jusqu'au soir, les agents municipaux ne manquent aucune occasion de surveiller ou d'intervenir. Cette pression constante empêche de nombreux vendeurs de travailler comme ils le souhaiteraient. On est obligé de se promener avec nos marchandises. Même pour se reposer, on ne peut pas les déposer. Sinon, ils les ramènent à la poste. Pourtant, une fois là-bas, ils nous demandent une somme élevée que les bénéfices de la marchandise. Nous passons toute la journée ainsi, car ils peuvent passer jusqu'à 5 ou 6 fois par jour. Ce travail n'est vraiment pas bénéfique, mais nous n'avons pas le choix. Mamadou Diallo, vendeur ambulant, partage son cri de cœur et propose des solutions pour faire face à ces problèmes. S'ils prennent nos marchandises, ils peuvent nous demander jusqu'à 15 000 francs, sinon plus même. Maintenant, ils ont 2 voitures pour nous. Je pense qu'ils doivent nous donner l'Assemblée nationale, vu que personne ne travaille là-bas actuellement, même s'il faut 1 mètre par personne. Comme ça, nous pouvons laisser le goudron tranquillement. Sinon, nous n'allons pas arrêter tant qu'on n'aura pas de place. Même si les bénéfices de ce secteur restent modestes, cela n'empêche pas la mairie de continuer à exercer ses contrôles selon ses propres règles. Nous venons ici pour nous reposer un peu. Sinon, nous n'avons pas de place précise.
Présentement, ils sont 2. Ceux qui prennent les 100 francs et ceux qui ramassent nos marchandises. Franchement, nous ignorons les causes. Ce que nous traversons en cours de journée n'est pas du tout facile. Des fois, on a l'impression que nous travaillons pour eux, car ils gâchent nos journées en nous prenant nos bénéfices qui peuvent aller de 5 000 francs à 10 000 francs CFA. D'où la marchandise même ne vaut pas ça. Parce que nous, il y a un minute de clé, il y a barabichi. Au don be tsaka firige. E tsaka tiga minala bo kemenani ube wakile ube wafla. Donc on est au bon mina ira tonana atona du même sora oublié. Donc ya mara bu woshi de ka doluma. Beaucoup de vendeurs pensent que ces actions sont motivées par les intérêts de la mairie elle-même et non pour leur sécurité face aux nombreux dangers auxquels ils sont exposés. Mairie mo gore kele no anton bibina. Ama tsaka mouvement fidinga no mana mine. No amina lan date tiga pour da warbo fo en sara. Même les moindres mouvements, ils nous dérangent. Selon moi, ils le font pour leur propre bien et non pour nous. Car nous vendons au bord des goudrons et non sur la route. Qu'ils nous laissent tranquilles. Ils veulent toujours faire dégager les gens. Je pense que si chacun trouve une place, ça serait mieux. Que l'État nous donne ce qu'il nous faut, c'est tout. Le gouvernement a placé du gouvernement. Actuellement, dans la plupart des marchés de Bamako, la venue des agents municipaux est perçue comme une contrainte majeure par les vendeurs ambulants. La mairie justifie pourtant ces interventions par la volonté de protéger ces commerçants des risques liés à leur activité en bord de route. Cependant, d'autres y voient une démarche purement intéressée. Pour résoudre ce problème, l'État devrait-il pas envisager des solutions alternatives qui concilieraient les intérêts de tous? Alors que les vendeurs ambulants luttent pour leur survie face à des conditions de travail précaires, le journal de division Abdoulaye Meiga doit également s'atteler à des enjeux plus larges qui touchent l'économie et le bien-être social du pays. Le journal de division Abdoulaye Meiga, récemment nommé Premier ministre de la Transition, doit faire face à des défis essentiels lors de son mandat, notamment la défense et la sécurité, l'apaisement du climat social et la satisfaction des besoins fondamentaux de la population à travers le renforcement de l'économie. Le mercredi 27 novembre 2024, il a procédé à une mise au point sur sa mission. Dans le contexte actuel du pays, peut-il réellement relever ces défis? Baladi Touré, journaliste et directeur de publication du journal Reflet d'Afrique, a livré son analyse au micro de Maïmouna Daou. Découvrons ensemble son interview. Bien avant lui, son prédécesseur, Shogel Kokala, Maïga, et bien avant Shogel également, au début de la transition, le tout premier ministre de la transition, Mokhtar Wan, je dirais qu'ils ont tous tenu les mêmes discours. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes du Mali sont connus, sont bien connus. Et quand nous essayons de faire un schéma, et d'ailleurs, l'existence de la transition serait même liée au problème du Mali. Parce que lorsque Ibrahim Boubacar Keïta était au pouvoir, ça n'allait pas. Et les points qu'il a eu à citer, ces points n'ont jamais eu à aller comme les Maliens l'ont bien souhaité. Parce que je dirais, c'était une époque où les choses dégénéraient. Et au début, c'était un peu le nord du Mali. Après, l'insécurité est venue vers le centre. Parce que le problème du Mali, c'est l'insécurité. Et lorsque ça a quitté le centre, c'est venu vers nous-mêmes, je dirais, parce que Bamako a été victime d'attaques. Et bien avant, Bamako, Koulikoro a été victime d'attaques. Donc pour moi, il a fait des discours, mais c'est un peu des discours politiques. Parce que bien sûr, ils sont militaires, mais le militaire aujourd'hui, c'est une fonction politique qu'il occupe. Et la fonction politique qu'il occupe voudrait qu'il rassure le peuple, qu'il rassure les populations du Mali. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que tout le monde sait que les problèmes du Mali sont situés autour de l'insécurité. Et il a cité également d'autres, parce qu'il a parlé quand il a évoqué le point de fond, parce que le président, au début, quand il est venu, il fait un peu la politique parce qu'il a voulu allouer une part de ses fonds aux aides sociales. Mais en fait, ça, ce n'est pas demandé. Ce n'est demandé qu'aux politiques. Et ils sont militaires, ils n'ont pas, ils n'ont pas à appeler le peuple pour les apprécier. Bon, lui, il dit qu'il va
aider également le président à lui céder une part également de son fonds. Pour moi, ça n'a même pas de sens. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement. Et dans la nomenclature gouvernementale, il y a un département dédié à la solidarité. Mais pourquoi ne pas allouer ce fonds à ce département? D'ailleurs, le problème du Mali, c'est lié un peu à ces fonds-là, parce que quand les gens viennent au pouvoir, bien vrai qu'ils soient élus, ils s'étaillent la part du lion. Ils gagnent tout à la fois. Imagine-toi quand nous essayons de voir les primes, la prime présidentielle, et les primes du Premier ministre, les primes de l'Assemblée nationale, du président de l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est... En fait, je ne dirais pas que ce n'est pas bien qu'il soit payé, mais dans un pays où nous sommes, le Mali est un pays aujourd'hui pauvre, qu'on ne se demande pas. Bien vrai qu'on nous chante tous les jours qu'on a de l'or, on nous chante tous les jours qu'on peut avoir du pétrole, mais le Mali est un pays très pauvre parce que les gens ne travaillent même pas. Les gens n'ont même pas à manger. Mais quand vous avez tout ça, mais c'est le peuple qui vous paye ça par ses impôts. Mais pourquoi vous gardez ça? Quand les hommes politiques ont fait ça, moi je me souviens bien, c'est Ibeka qui a amené ces systèmes-là de fonds. Ils ont dit qu'ils sont parvenus à installer ne serait-ce qu'un peu de sécurité dans le Mali. Mais à Bamako aujourd'hui, nous je peux dire qu'on n'est pas sécurisé. Moi j'ai eu l'habitude de prendre ma voiture, je quitte Bamako, je me tourne un peu dans le Mali. Personnellement, mais à aucun moment, je n'ai été interpellé par une force de l'ordre. Il faut voir aujourd'hui, lorsque l'attaque de Faladi a eu lieu, mais ça ne devrait pas avoir lieu. On dit que c'est asymétrique. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que dans des pays développés, ça peut être asymétrique parce que là-bas, ils ont les moyens, ils ont tous les grands moyens et ils contrôlent réellement. La sécurité est de mise là-bas. Par contre, chez nous, on ne sent pas de sécurité, on ne sent pas même les enfants. Aujourd'hui, d'ailleurs, le peuple est un peu privé de ses droits par les forces de l'ordre qui ne font que chercher de l'argent. Moi, à un moment donné, j'avais fait une publication, ça ne vaut même pas un mois. Je me suis tourné également vers la région de Ségou encore. J'ai pris ma voiture un dimanche. Je suis allé vers le poste des Antiguilla. Quand j'arrive au poste des Antiguilla, j'étais en règle. Tout était en règle. Et les gendarmes me demandent quoi? Ils me demandent de voir avec eux. Tu t'imagines? Donc là, c'est un peu... En tout cas, moi, je ne vois pas ça bien. Il faudrait que la sécurité soit vraiment... en fait, un problème pour tous. Ça doit être la priorité. Ça doit être la priorité. Mais on ne dit pas de délaisser les autres. Hein. Aujourd'hui, ils ont mis en place un gouvernement. C'est un gouvernement politique. Ils ont fait appel et recours à des gens et ils vont venir des départements qui ne vont pas du tout travailler. Ils vont être là, ils vont être payés par le pouvoir public durant tout ce temps. Mais est-ce qu'aujourd'hui, une transition a besoin de constituer un gouvernement politique? Non, on n'a pas besoin de faire plaire le peuple. On a besoin tout simplement de travailler. Donc on ne devrait pas aller avec tous ces ministres-là. Avec quelques ministres seulement, ça peut marcher. Aujourd'hui, il faut voir le CNT. Le CNT, les gens s'entretuent pour intégrer le CNT. Mais pourquoi les gens s'entretuent pour intégrer le CNT? Il faudrait que le CNT soit un bénévolat. Ce ne sont pas des élus, ce ne sont pas des députés. C'est des gens qui ont été choisis comme ça dans les rues. Maintenant, s'ils viennent dans le CNT, dans le Conseil national, il faudrait que le Conseil national soit également un peu d'effectifs. Mais est-ce qu'on a besoin de toutes ces personnes pour connaître les problèmes du Mali? Avec un peu de personnes seulement, avec un groupuscule, on peut situer les problèmes du Mali. On n'a pas besoin de tout ça. Donc il faudrait que la sécurité soit vraiment prise en compte. Tous ces délais, aucun de ces délais n'a été respecté. Donc croire en ça également, je pourrais en douter. Je pourrais en douter. Mais les défis, c'est des défis qu'on doit, en fait, dont l'exécution pourrait être de longue durée. Parce que ce qu'ils ont cité, c'est le développement, c'est des signes du développement d'une nation. Toutes les grandes nations se font ces objectifs-là pour développer. Et nous sommes également une grande nation. Si nous nous fixons tous ces objectifs-là pour une transition, et la transition, normalement, comme ça l'indique, son nom l'indique, sa dénomination l'indique, c'est une transition. C'est un petit moment, ça doit être un moment de passage. Est-ce que pendant ce moment de passage, on peut exécuter tout ça? Je doute fort, parce que nous n'avons pas cité seulement la sécurité. Pour d'abord que le Mali soit totalement sécurisé, il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps. Pour que le Mali ait vraiment une éducation décente, il faut beaucoup de temps. Pour que socialement les choses marchent au Mali, il faut beaucoup de temps. Pour les réformes, il faut beaucoup de temps.
À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la voix et la compilation de Oumou Koulibaly. Lors de sa visite à EDM SA, le Premier ministre Abdoulaye Maïga, accompagné du ministre de l'Énergie et de l'Eau Boubacar Diané, a exprimé sa reconnaissance envers le personnel de la structure tout en les incitant à innover pour relever les défis actuels. En soulignant l'importance de la période des pointes du Ramadan, il a mis en avant la nécessité d'anticiper les besoins croissants des populations. Cette visite souligne l'importance cruciale de l'énergie pour le développement du Mali et témoigne de l'engagement des autorités à trouver des solutions durables face à la crise énergétique, tout en appelant à une mobilisation collective. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, effectue une visite d'État en France les 28 et 29 novembre 2024, la première en 24 ans. Cette visite vise à renforcer les relations économiques entre les deux pays. Tinubu et Emmanuel Macron ont co-présidé un conseil d'affaires franco-nigérian pour encourager les partenariats économiques. Avec ses 227 millions d'habitants, le Nigeria attire l'intérêt de la France qui souhaite diversifier ses partenariats en Afrique. Tinubu participera également à un forum d'affaires avec le MEDEF pour promouvoir le Nigeria comme destination d'investissement. La gauche, avec le soutien du Rassemblement national, cherche à abroger la réforme des retraites pour ramener l'âge légal de départ à 62 ans au lieu de 64. Le gouvernement a déposé près de 1000 amendements pour ralentir les débats et éviter un vote avant minuit, ce qui a suscité la colère des députés de gauche accusant le gouvernement d'obstruction. Les partisans de la réforme défendent son coût et sa nécessité, soulignant les tensions persistantes entre les différents camps politiques sur cette question. Des combats intenses entre les forces du régime de Bachar al-Assad et les djihadistes du groupe Hayat Tahrir al-Sham ont déclaré dans le nord de la Syrie, près d'Alep, faisant plus de 130 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les djihadistes ont lancé une offensive pour prendre le contrôle des villages et tenter de couper une autoroute stratégique reliant Alep à Damas. Bien que le régime ait réussi à repousser une partie de l'attaque, la situation reste très tendue dans cette région. Un homme sans culture est comme un zèbre sans rayures. Cela souligne l'importance de la culture et de l'éducation dans notre identité. C'est avec ce proverbe que nous mettons fin à ce journal que j'ai eu le plaisir de présenter. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Actuel Média. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.